La crainte est une tristesse inconstante, née de l'idée d'une chose future ou passée dont l'issue est incertaine. Baruch Spinoza. Il y a une forme d'anxiété que beaucoup de gens portent aujourd'hui sans jamais vraiment la nommer. Ce n'est pas une peur violente, ni une panique visible. Ce n'est pas une crise qui attire l'attention ou qui se manifeste clairement. C'est quelque chose de plus discret, plus constant, une tension de fond, une vigilance intérieure qui ne s'éteint jamais complètement. Même dans les moments calmes, même lorsque rien de grave ne se passe, même lorsque, objectivement, tout semble aller bien. C'est précisément ce qui rend cette anxiété si troublante. Elle n'a pas de cause évidente, pas d'ennemi clair, pas de danger immédiat. Tu peux avoir un travail stable, des relations correctes, une situation qui, vue de l'extérieur, semble solide. Et pourtant, ton esprit refuse de se poser. Quelque chose reste contracté, comme si ton corps et ton esprit n'étaient jamais vraiment convaincus que le calme est réel. Dans ces moments-là, la question surgit presque automatiquement. Qu'est-ce qui ne va pas chez moi ? Pourquoi est-ce que je n'arrive pas à profiter de ce qui va bien ? Pourquoi est-ce que je reste tendu alors que je n'ai aucune raison de l'être ? La culture moderne a des réponses toutes prêtes. Stress, fragilité, hypersensibilité, troubles à gérer. Le message est toujours le même. Le problème, c'est toi. Spinoza, lui, ne commencerait jamais par là. Il ne demanderait pas ce qui ne va pas chez toi. Il ne parlerait pas de défaut ni de fragilité. Il poserait une question beaucoup plus dérangeante, mais aussi beaucoup plus précise. Qu'est-ce qui, dans ta manière de penser et d'anticiper, rend cette anxiété nécessaire, même quand tout semble aller bien ? Pour Spinoza, l'anxiété n'est pas un mystère psychologique. Ce n'est pas non plus une faiblesse morale. C'est une forme très précise de tristesse. Une tristesse qui ne concerne pas ce qui est en train d'arriver, mais ce qui pourrait arriver. Elle naît de l'anticipation. Ton esprit se projette vers l'avenir, imagine des issues incertaines, et ton corps réagit comme si ces issues étaient déjà présentes ici et maintenant. Là où beaucoup pensent que l'anxiété est irrationnelle, Spinoza voit au contraire une logique implacable. Ton esprit déteste l'incertitude. Lorsqu'il ne comprend pas clairement les causes des choses, il préfère imaginer des scénarios, même négatifs, même inquiétants. Imaginer un danger donne l'illusion d'un certain contrôle. Cela permet de rester vigilant, de se préparer, de ne pas être pris au dépourvu. D'une certaine manière, l'anxiété est une tentative de protection. Le problème n'est donc pas que ton esprit anticipe. Le problème est que cette anticipation devient permanente. Lorsque l'esprit n'a pas accès à des causes claires, il reste bloqué dans l'hypothèse. Il surveille en permanence ce qui pourrait mal tourner. Et plus il fonctionne ainsi, plus cette manière de penser devient automatique. L'anxiété cesse alors d'être une réaction ponctuelle, elle devient une manière stable d'être au monde. C'est à ce moment-là que quelque chose se dérègle profondément. Tu ne regardes plus ce qui est, mais ce qui pourrait arriver. Tu ne réagis plus à la réalité, mais à des scénarios. Et comme ces scénarios sont par définition incertains, ton esprit n'obtient jamais de confirmation suffisante pour se détendre. Il reste en alerte. Non pas parce que tu es faible, mais parce que la logique interne de l'anticipation n'a jamais été interrogée. Face à cette anxiété diffuse,
On te propose presque toujours la même chose. Détends-toi. Lâche prise. Pense positif. Vis dans le moment présent. Respire. Ces conseils semblent pleins de bon sens, mais ils passent à côté de l'essentiel. Ils demandent à l'esprit de faire taire une alarme sans jamais examiner pourquoi elle s'est déclenchée. Ils traitent l'émotion comme un bruit parasite, pas comme un effet de cause précise. Spinoza ne chercherait jamais à faire taire l'anxiété par la force. Il ne chercherait pas non plus à la justifier. Il chercherait à comprendre ce qui la rend nécessaire. Tant que les causes restent floues, l'émotion reste passive. Elle s'impose à toi, elle dirige ton attention, elle influence tes décisions, parfois de manière imperceptible. Et plus tu luttes contre elle sans comprendre sa logique, plus elle revient sous une autre forme. C'est ainsi que l'anxiété commence à organiser ta vie. Tu évites certaines situations, tu repousses certaines décisions, tu contrôles ce que tu peux, parfois excessivement, pour compenser ce que tu ne comprends pas. Tu n'agis plus à partir de ce qui est, mais à partir de ce que tu redoutes. Et peu à peu, sans t'en rendre compte, ton monde se rétrécit autour de cette anticipation permanente. Spinoza verrait là non pas un échec personnel, mais le résultat inévitable d'un esprit qui anticipe sans clarté. Tant que les causes de cette anticipation restent invisibles, l'anxiété continue de fonctionner comme une nécessité intérieure. Et tant que tu te contentes de la combattre, tu la renforces. Lorsque l'anxiété s'installe, le premier réflexe est presque toujours le même, la combattre. Tu la vois comme une intruse, un dysfonctionnement, quelque chose qui ne devrait pas être là. Tu te demandes comment la faire taire, comment t'en débarrasser, comment redevenir normal. Mais pour Spinoza, cette manière de voir est déjà une erreur. Non pas parce que l'anxiété serait bonne ou souhaitable, mais parce qu'elle n'est jamais gratuite. Elle est toujours l'effet d'une cause, ou plus souvent d'un ensemble de causes. Spinoza considère chaque émotion comme une modification de ta puissance d'exister. L'anxiété n'échappe pas à cette règle. Elle apparaît lorsque quelque chose, dans ta relation au monde, diminue ta capacité à agir avec assurance. Elle signale une tension entre ce que tu anticipes et ce que tu comprends réellement. En ce sens, l'anxiété n'est pas un ennemi, elle est un signal. Un signal mal interprété devient envahissant, mais un signal compris change de nature. Le problème, c'est que la culture moderne t'apprend à interpréter l'anxiété comme un défaut personnel, quelque chose à corriger, à gérer, à masquer. Spinoza inverse totalement cette perspective. Il dirait que l'anxiété apparaît précisément là où la compréhension manque, là où les causes sont floues, là où l'esprit est obligé d'imaginer, là où la nécessité n'est pas encore claire. Tant que tu refuses de regarder ces causes, l'émotion continue de faire son travail à ta place. C'est pour cela que l'anxiété résiste souvent aux techniques de contrôle. Tu peux apprendre à respirer, à te distraire, à te calmer momentanément. Mais si les causes profondes restent intactes, l'émotion revient. Non pas parce que tu as échoué, mais parce que la logique qui la produit est toujours active. Spinoza dirait que tu t'attaques à l'effet sans jamais toucher à ce qui le rend nécessaire. Ce point est essentiel. Comprendre que l'anxiété n'est pas ton ennemi ne signifie pas que tu dois l'accepter passivement. Cela signifie que tu dois changer de rapport avec elle. Tant que tu la vois comme une anomalie, tu restes dans la lutte. Dès que tu la vois comme un effet à comprendre, tu passes dans l'observation. Et cette bascule, aussi discrète soit-elle, modifie déjà ton rapport à ce que tu ressens. Spinoza accorde une importance particulière à l'imagination. Pour lui, l'imagination n'est pas un simple jeu de l'esprit. C'est une fonction essentielle, mais dangereuse lorsqu'elle n'est pas encadrée par la compréhension.
L'anxiété moderne est en grande partie une pathologie de l'imagination. Ton esprit relie des images, des souvenirs, des informations fragmentaires et produit des scénarios qui semblent plausibles, mais qui ne reposent pas sur une connaissance claire des causes. Lorsque tu anticipes le pire, ce n'est pas parce que tu es pessimiste par nature, c'est parce que ton esprit cherche une cohérence. Face à l'incertitude, il préfère une histoire négative mais structurée à un vide incompréhensible. Le pire a au moins une forme. Il peut être imaginé, préparé, redouté. L'inconnu, lui, laisse l'esprit sans prise. Et pour Spinoza, l'esprit humain déteste être sans prise. Cette mécanique explique pourquoi l'anxiété persiste, même lorsque rien de grave ne se produit. Chaque absence de catastrophe ne suffit pas à rassurer l'esprit, car l'esprit ne cherche pas des faits isolés. Il cherche une compréhension globale. Tant que cette compréhension manque, il continue de produire des scénarios. Et plus ces scénarios sont répétés, plus ils deviennent familiers. L'anxiété se transforme alors en habitude mentale. Dans ce contexte, l'anticipation du pire devient presque automatique. Elle n'est plus une réaction consciente, mais un réflexe. Tu n'as même plus besoin de penser activement à ce qui pourrait mal tourner. Ton corps réagit avant. Tension musculaire, fatigue, agitation intérieure. Spinoza verrait là un esprit dominé par des causes inadéquates. Non pas des causes fausses, mais des causes partiellement comprises, isolées de leur contexte réel. C'est ici que l'anxiété commence à créer une illusion dangereuse. Elle te donne l'impression que tu es en train de te préparer, alors que tu es surtout en train de t'épuiser. Elle te fait croire que tu agis, alors que tu restes figé dans l'anticipation. Plus tu anticipes sans comprendre, plus ta capacité à agir réellement diminue. Et cette diminution alimente à son tour l'anxiété. Le cercle se referme. Spinoza ne proposerait pas de briser ce cercle par un acte de volonté. Il ne te dirait pas de penser autrement par décret. Il te dirait que tant que l'imagination gouverne sans la compréhension, l'anxiété continuera de se reproduire. Le véritable déplacement ne consiste pas à imaginer des scénarios plus positifs, mais à réduire progressivement la part d'imagination aveugle en augmentant la part de clarté. Cela ne signifie pas tout comprendre d'un coup. Cela signifie apprendre à distinguer ce que tu sais réellement de ce que tu imagines. Cette distinction est rarement confortable. Elle t'oblige à reconnaître l'étendue de ce que tu ignores. Mais pour Spinoza, c'est précisément là que commence la transformation. Non pas lorsque l'anxiété disparaît, mais lorsque son mécanisme devient visible. Chez Spinoza, aucune émotion n'apparaît sans raison. L'anxiété, comme toute tristesse, indique une diminution de la puissance d'agir. Cela ne signifie pas que tu deviens faible au sens moral du terme. Cela signifie que, dans ta relation actuelle au monde, quelque chose entrave ta capacité à agir avec clarté et assurance. L'anxiété est le signe de cette entrave. Elle apparaît lorsque ton esprit perçoit un écart entre ce qu'il anticipe et ce qu'il comprend réellement. Ce point est fondamental, car il inverse complètement la manière dont tu interprètes ce que tu ressens. Là où tu vois un problème intérieur, Spinoza voit un rapport déséquilibré avec ton environnement, tes pensées, tes attentes. L'anxiété n'est pas enfermée dans ta tête. Elle est le produit d'un ensemble de relations, informations que tu reçois, expériences passées que tu projettes, incertitudes que tu ne parviens pas à situer. Elle est relationnelle avant d'être personnelle. Lorsque cette puissance diminue, l'esprit cherche naturellement à compenser. Il surveille davantage, il anticipe plus. Il tente de réduire l'incertitude en multipliant les scénarios. Mais cette compensation est souvent maladroite.
au lieu de restaurer la puissance d'agir, elle la fragilise encore plus. Plus tu anticipes, plus tu t'éloignes de l'action réelle. Plus tu t'éloignes de l'action, plus tu te sens impuissant. Et plus ce sentiment d'impuissance grandit, plus l'anxiété se renforce. Spinoza insiste sur un point que nous avons du mal à accepter. L'anxiété n'est pas seulement liée à la peur de perdre quelque chose. Elle est aussi liée à l'incapacité de se situer clairement dans ce qui arrive. Lorsque tu ne sais pas ce que tu peux réellement faire, ce qui dépend de toi et ce qui n'en dépend pas, ton esprit flotte. Et ce flottement est insupportable pour lui. L'anxiété apparaît alors comme une tentative désespérée de se donner une position, même inconfortable. C'est pour cela que certaines personnes préfèrent une inquiétude permanente à une incertitude totale. L'inquiétude donne au moins une direction à l'esprit. Elle occupe l'espace, elle empêche le vide. Mais ce remplissage a un coût immense. Il consomme l'énergie disponible, il empêche la clarté, et il maintient l'individu dans un état de vigilance chronique qui érode lentement sa capacité à agir. Spinoza verrait là un esprit dominé par des causes qu'il ne comprend pas encore suffisamment. Non pas un esprit défaillant, mais un esprit pris dans un rapport de force défavorable. Tant que ce rapport reste invisible, l'anxiété continue de jouer son rôle. Et tant que tu te contentes de la subir ou de la combattre, tu restes enfermé dans le même schéma. À partir du moment où tu commences à comprendre l'anxiété comme un effet de cause précise, quelque chose se déplace. Ce déplacement n'est pas spectaculaire. Il ne fait pas disparaître l'émotion instantanément, mais il modifie ton rapport à elle. Tu ne la vis plus uniquement comme une attaque intérieure. Tu commences à la voir comme un phénomène qui a une logique, même si cette logique te dépasse encore en partie. Pour Spinoza, cette compréhension est déjà une forme d'activité. Tant que tu subis une émotion sans en saisir les causes, tu es passif. Dès que tu identifies même partiellement ce qui la produit, tu deviens actif. Ce passage de la passivité à l'activité est central dans toute sa philosophie. Il ne s'agit pas de contrôler l'émotion, mais de l'intégrer dans un cadre plus large de compréhension. Cette intégration produit un effet très particulier. L'émotion perd son caractère absolu. Elle n'occupe plus tout l'espace mental. Elle devient une partie d'un ensemble plus vaste. Tu continues à ressentir l'anxiété, mais elle n'est plus la seule chose que tu ressens. Elle n'est plus la vérité totale de ton expérience. Et ce simple élargissement du champ change profondément la manière dont elle agit sur toi. Il est important de comprendre que Spinoza ne te demande pas d'analyser ton anxiété comme un objet abstrait. Il te demande de la replacer dans ton existence concrète, dans ce que tu fais, dans ce que tu évites, dans ce que tu anticipes sans agir, dans ce que tu contrôles pour compenser ce que tu ne comprends pas. Cette compréhension n'est jamais purement intellectuelle. Elle modifie aussi ton corps, tes réactions, ton rapport au temps. C'est pour cela que certaines prises de conscience produisent un apaisement physique inattendu. Non pas parce que le problème est résolu, mais parce qu'une lutte inutile cesse. Tu n'es plus en train de te battre contre l'émotion comme contre un ennemi intérieur. Tu commences à la voir comme un effet que tu peux situer. Et ce positionnement redonne déjà une part de puissance. Mais cette compréhension reste encore incomplète. Elle permet d'observer l'anxiété, de la nommer, de la replacer dans un réseau de causes. Elle ne dit pas encore comment vivre avec elle sans que toute ta vie s'organise autour d'elle. Spinoza va plus loin. Il montre qu'il existe une manière de transformer progressivement ce rapport, non pas en supprimant l'anxiété, mais en modifiant les causes qui la nourrissent. C'est ce pas supplémentaire qui va nous intéresser maintenant. Car il ne s'agit plus seulement de comprendre pourquoi tu es anxieux,
mais de comprendre comment ton rapport au monde peut devenir moins fragile face à l'incertitude elle-même. Lorsque l'anxiété devient constante, une stratégie apparaît presque automatiquement: le contrôle. Tu cherches à anticiper, à organiser, à sécuriser chaque détail. Tu veux réduire l'incertitude au minimum. Cette réaction semble logique. Si l'incertitude provoque l'anxiété, alors maîtriser les situations devrait la faire disparaître. Mais pour Spinoza, cette stratégie repose sur une illusion profonde. Le contrôle excessif n'est pas un signe de force, c'est un signe de fragilité de la compréhension. Lorsque tu ne comprends pas clairement les causes, tu tentes de compenser par la surveillance. Tu multiplies les vérifications, les scénarios, les précautions. Tu veux être sûr. Mais cette certitude est toujours partielle, toujours provisoire. Et plus tu cherches à la renforcer, plus tu découvres ce qui échappe encore à ton contrôle. Spinoza dirait que le désir de contrôle est lui-même un affect passif. Il naît d'une tristesse préalable, d'une diminution de puissance. Tu contrôles parce que tu te sens menacé. Et plus tu contrôles, plus tu te rappelles implicitement que le monde ne dépend pas de toi. Cette contradiction alimente l'anxiété au lieu de la calmer. Le contrôle devient une lutte permanente contre la nature même des choses. Dans la vie moderne, ce mécanisme est amplifié par les outils disponibles. Information en continu, statistiques, prévisions, notifications. Tout donne l'impression que tu peux savoir à l'avance, prévenir, optimiser. Mais cette accumulation d'informations ne produit pas nécessairement de la compréhension. Elle produit souvent l'effet inverse. Elle surcharge l'esprit, multiplie les causes partielles et rend l'ensemble encore plus opaque. Spinoza ferait ici une distinction essentielle. Comprendre, ce n'est pas accumuler des données. Comprendre, c'est saisir les relations nécessaires entre les choses. Tant que tu confonds information et compréhension, tu renforces ton besoin de contrôle sans jamais apaiser l'anxiété. Tu te donnes l'illusion d'agir, alors que tu restes prisonnier d'une réaction. C'est pour cette raison que le contrôle devient souvent une habitude anxieuse. Tu ne contrôles plus pour agir efficacement, mais pour calmer une inquiétude intérieure. Et comme cette inquiétude ne disparaît jamais vraiment, le contrôle ne s'arrête jamais non plus. Il devient une structure de vie. Spinoza verrait là un esprit qui s'épuise à vouloir remplacer la clarté par la domination. Spinoza ne propose pas une vie sans incertitude. Il sait que cela est impossible. Ce qu'il propose est beaucoup plus radical et beaucoup plus difficile. Une vie où l'incertitude est comprise au lieu d'être combattue. L'apaisement véritable ne vient pas du contrôle, mais de la compréhension des limites du contrôle. Lorsque tu comprends clairement ce qui dépend de toi et ce qui n'en dépend pas, ton rapport au monde change. Tu cesses de gaspiller ton énergie à vouloir maîtriser ce qui échappe nécessairement à ton pouvoir. Cette clarté ne supprime pas les risques, mais elle réduit la confusion. Et pour Spinoza, réduire la confusion, c'est déjà augmenter la puissance d'agir. Cette augmentation de puissance ne se manifeste pas par une excitation ou un sentiment de sécurité totale. Elle se manifeste par une stabilité intérieure. Tu continues à ressentir des émotions, y compris de l'anxiété parfois, mais ces émotions ne gouvernent plus toute ta vie. Elles ne dictent plus systématiquement tes décisions. Elles deviennent des signaux que tu peux situer plutôt que des ordres auxquels tu obéis. Spinoza appelle cela passer d'une cause inadéquate à une cause plus adéquate. Tu n'élimines pas l'émotion, tu modifies les conditions dans lesquelles elle apparaît. Tu réduis la part d'ignorance,
tu augmentes la part de compréhension. Et ce déplacement, même progressif, a un effet cumulatif. Moins de réactions automatiques, moins de contrôle compulsif, plus de cohérence dans l'action. Il est important de comprendre que cette transformation n'est pas spectaculaire. Elle ne produit pas un sentiment de maîtrise absolue. Elle produit une forme de sobriété. Tu deviens plus attentif à ce qui te renforce réellement et à ce qui t'affaiblit sous couvert de sécurité. Tu apprends à reconnaître les situations où le contrôle est utile et celles où il n'est qu'une réponse anxieuse. Pour Spinoza, c'est cette sobriété qui prépare un autre rapport à la vie. Un rapport où l'esprit cesse de se crisper contre ce qu'il ne peut pas changer et commence à s'accorder avec ce qui est. Ce n'est pas une résignation, c'est une lucidité. Et cette lucidité ouvre la voie à un état plus stable, que nous n'avons pas encore nommé ici, mais qui constitue l'aboutissement de tout ce cheminement. C'est vers cet état que nous allons maintenant nous diriger pour conclure. Car comprendre l'anxiété ne suffit pas encore. Il reste à voir comment vivre avec elle sans qu'elle définisse ton rapport au monde. À ce stade, quelque chose devrait être clair. L'anxiété n'est pas un accident. Elle n'est pas une anomalie isolée dans une vie qui fonctionnerait autrement normalement. Elle est le produit d'un certain rapport au monde, d'une certaine manière d'anticiper, de comprendre, ou plutôt de ne pas comprendre. Spinoza ne la traite jamais comme un ennemi intérieur. Il la voit comme un effet nécessaire, inscrit dans la logique même de l'esprit humain lorsqu'il est confronté à l'incertitude. Ce qui rend l'anxiété si envahissante aujourd'hui, ce n'est pas seulement l'incertitude elle-même, c'est le refus de l'incertitude, le désir constant de la supprimer, de la contrôler, de la nier. Plus tu refuses l'idée que certaines choses échappent nécessairement à ta compréhension immédiate, plus ton esprit s'agite. Il anticipe, il surveille, il se crispe. Et cette crispation devient une manière stable d'exister. Spinoza propose un déplacement radical. Il ne te dit pas d'aimer l'incertitude. Il ne te dit pas de t'y résigner. Il te dit de la comprendre comme une condition normale de l'existence humaine. Tant que tu exiges de la vie une clarté totale, tu te condamnes à une tension permanente. Tant que tu refuses de reconnaître les limites de ton contrôle, tu transformes chaque zone d'ombre en source d'angoisse. Ce déplacement n'a rien de spectaculaire. Il ne se manifeste pas par une disparition soudaine de l'anxiété. Il se manifeste par un changement de position intérieure. Tu cesses progressivement de vivre l'incertitude comme une menace personnelle. Tu commences à la voir comme une donnée du réel. Et ce simple changement modifie profondément ton rapport à ce que tu ressens. Pour Spinoza, la liberté ne consiste pas à éliminer ce qui te traverse. Elle consiste à ne plus être entièrement dominé par ce que tu ne comprends pas. L'homme libre n'est pas celui qui ne ressent plus d'anxiété. C'est celui qui sait pourquoi elle apparaît et qui ne la laisse plus organiser toute sa vie. Cette liberté est modeste, fragile, jamais totale, mais elle est réelle. Il est important de comprendre que ce chemin ne mène pas à une indifférence froide. Au contraire, plus tu comprends les causes qui te déterminent, plus tu deviens attentif à ce qui augmente ou diminue ta puissance d'exister. Tu deviens plus précis dans tes choix, non pas parce que tu contrôles mieux, mais parce que tu te disperses moins. Tu n'agis plus constamment à partir de la peur de ce qui pourrait arriver, mais à partir de ce que tu comprends réellement. C'est ici que beaucoup se trompent sur Spinoza. Ils pensent qu'il propose une philosophie de la résignation. C'est l'inverse. Il propose une philosophie de la lucidité. Et cette lucidité est exigeante, parce qu'elle te prive de certaines illusions confortables. Elle t'oblige à reconnaître que tu ne peux pas tout prévoir, pas tout sécuriser, pas tout maîtriser. Mais elle t'offre en échange quelque chose de plus stable,
un rapport moins conflictuel avec ce que tu ne peux pas changer. Si tu regardes ton anxiété à la lumière de cette pensée, quelque chose change déjà. Tu ne la vois plus seulement comme un problème à résoudre, tu la vois comme un indicateur, un signe que ton esprit anticipe là où il ne comprend pas encore. Un signe que tu demandes peut-être trop de certitude à un monde qui n'en offre pas. Et c'est peut-être ici que se joue la transformation la plus discrète, mais aussi la plus profonde. La prochaine fois que cette anxiété diffuse apparaîtra, sans raison évidente, sans danger immédiat, sans objet clair, tu pourras peut-être faire une chose très simple. Pas pour la faire disparaître, pas pour la contrôler, juste pour te repositionner intérieurement, te demander silencieusement, non pas comment l'éliminer, mais quelle part d'incertitude je suis en train de refuser ici. Cette question n'appelle pas de réponse immédiate. Elle n'est pas un exercice. Elle est un déplacement du regard. Spinoza dirait que ce déplacement ne supprime pas la nécessité. Il la rend plus intelligible. Et rendre une chose plus intelligible, c'est déjà réduire la part de souffrance inutile qu'elle produit. Ce n'est pas une victoire. Ce n'est pas une solution définitive, c'est un ajustement. Mais parfois, ce sont ces ajustements silencieux qui changent durablement la manière de vivre. Merci pour votre attention. Si la vidéo vous a plu, laissez un like, abonnez-vous et laissez un commentaire. Je vous souhaite le meilleur. À très bientôt.